Savez-vous comment sécuriser votre ordinateur Windows? Oui, c'est possible. Dans ce cours, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir comment utiliser les paramètres de sécurité de Windows, gérer les comptes utilisateurs, définir les autorisations sur les fichiers et chiffrer vos données avec BitLocker pour protéger votre système. Fort heureusement, Windows dispose de paramètres qui permettent de sécuriser son utilisation. Nous avons déjà évoqué le firewall de Windows ainsi que l'antivirus Microsoft Defender. Nous allons voir maintenant la gestion des comptes utilisateurs, puis le fonctionnement des autorisations sur les fichiers et les dossiers, et enfin comment protéger vos données avec l'utilisation de BitLocker pour chiffrer les fichiers. L'authentification des utilisateurs est une des mesures de sécurité de base. Elle permet aux utilisateurs de prouver que leur compte leur appartient bien en utilisant un identifiant et un mot de passe. Une autre méthode d'authentification existe, et elle se nomme Single Sign-On, ou authentification unique en français. Elle vous permet de vous connecter à plusieurs applications au sein de votre réseau qui utilisent le même mécanisme d'authentification en effectuant une authentification unique. Cette fonctionnalité est permise grâce à l'utilisation d'un protocole d'authentification réseau qui se nomme Kerberos, comme Cerbère le chien à trois têtes de la mythologie grecque. Un compte utilisateur est un compte qui permet l'authentification à un ordinateur. Plus généralement, lorsque l'on gère plusieurs utilisateurs sur une machine ou sur un réseau, on classe ces utilisateurs selon différentes catégories. La catégorie administrateur, la catégorie power user, la catégorie standard user, et enfin la catégorie guest ou invité. La personne qui détient le compte administrateur dispose du contrôle total de la machine. Ce compte est généralement réservé au personnel s'occupant de la maintenance des systèmes. Un power user détient presque les mêmes privilèges que l'administrateur. Les différences sont par exemple que l'administrateur a accès à tous les fichiers quels que soient les droits en lecture, écriture et exécution, alors que le power user aurait les mêmes privilèges qu'un utilisateur standard. Le standard user, c'est donc le compte utilisateur de base. Il n'a pas un contrôle total sur le système d'exploitation, mais juste les droits nécessaires pour effectuer son travail. Et enfin le compte guest ou invité en français, qui est une version encore plus restreinte du compte utilisateur standard. Il sert aux utilisateurs qui n'ont pas de compte permanent sur l'ordinateur et il permet de l'utiliser sans avoir accès aux fichiers personnels. Voyons maintenant la fonction Run as Administrator, que l'on traduit en français par exécuter en tant qu'administrateur. Cette fonction permet d'accorder de façon temporaire les droits administrateurs à une application. Généralement, on effectue un clic droit sur l'application, puis on clique sur exécuter en tant qu'administrateur, et il faut alors saisir le mot de passe du compte administrateur. Cette fonction est très utile car parfois, dans les tâches d'assistance, de configuration ou encore d'installation, elle permet à l'administrateur système d'exécuter une application avec des privilèges élevés sans avoir à se déconnecter du compte de l'utilisateur. Il existe sous Windows deux moyens d'établir des autorisations sur les fichiers, et il s'agit des autorisations NTFS et des autorisations de partage. Les autorisations NTFS dans un premier temps sont enregistrées directement au niveau du système de fichiers, et elles affectent à la fois les utilisateurs locaux et les utilisateurs du réseau. Ces autorisations sont du type contrôle total, les utilisateurs peuvent lire, modifier, exécuter les fichiers. Modification, les utilisateurs peuvent afficher, modifier les fichiers et les dossiers. Lecture et exécution, les utilisateurs peuvent exécuter les programmes. Lecture, les utilisateurs peuvent ouvrir les fichiers et les dossiers. Et écriture, les utilisateurs peuvent écrire dans un fichier et ajouter de nouveaux fichiers s'il s'agit d'un dossier. Les autorisations de partage, quant à elles, permettent un contrôle moins précis des permissions. Comme elles ne reposent pas sur le système de fichiers, elles fonctionnent aussi sur des disques FAT ou FAT32, mais ne s'appliquent pas aux fichiers partagés sur le réseau. Les autorisations sont alors du type contrôle total, les utilisateurs peuvent lire, modifier et exécuter les fichiers. Modifier, les utilisateurs peuvent afficher et modifier les fichiers et dossiers. Et lecture, les utilisateurs peuvent ouvrir les fichiers et dossiers. Quel que soit leur type, les autorisations sont attribuées soit à des utilisateurs, soit à des groupes d'utilisateurs. Pour modifier les autorisations NTFS, vous allez dans les propriétés du fichier ou du dossier et ouvrez l'onglet Sécurité. Pour accéder aux autorisations de partage, il faut ouvrir les propriétés du fichier ou du dossier et dans l'onglet Partage, il faut ouvrir Partage avancé. Vous pouvez alors déterminer les autorisations en fonction des groupes ou des utilisateurs. Enfin, ces deux méthodes pour définir des autorisations sur les fichiers et dossiers peuvent être utilisées en même temps. Et donc il pourrait y avoir des conflits entre les deux systèmes. Pour remédier à cela, c'est tout simplement l'autorisation la plus restrictive qui l'emporte. Voyons un exemple.
Si un fichier dispose d'autorisation de partage contrôle total et d'autorisation NTFS lecture, eh bien ça sera la lecture qui l'emportera. De la même manière, si un fichier dispose d'autorisation de partage lecture et de permission NTFS contrôle total, ça sera la lecture qui l'emportera aussi. Lors de l'installation du système d'exploitation, il y a des dossiers partagés qui sont créés automatiquement et qui sont dédiés à des tâches d'administration du système. On les appelle des partages administratifs ou Administrative Shares en anglais. Le nom de ces dossiers se termine par le symbole $. Les fichiers partagés finissant par le symbole $, sont un peu l'équivalent des dossiers cachés pour le réseau. Ils sont accessibles si on connaît leur adresse, mais sinon, ils sont invisibles des autres utilisateurs. En tapant la commande netshare, il est possible de visualiser les dossiers partagés sur le réseau. Comme vous pouvez le voir, le dossier admin est un dossier partagé de type partage administratif et il termine par le symbole $, ce qui signifie qu'il est caché et non visible lors d'une découverte du réseau. Les dossiers partagés par les utilisateurs sont appelés des local shares, ou en français, des partages locaux. Les autorisations sur les fichiers peuvent être définies de deux façons. Explicite, c'est l'utilisateur qui vient définir manuellement les autorisations sur les fichiers ou les dossiers, et hérité, les autorisations sur les fichiers et les dossiers sont héritées du dossier dans lequel ils se trouvent. Si vous venez de modifier les autorisations sur un fichier qui a hérité de celles du dossier dans lequel il se trouve, vous avez donc créé des autorisations explicites. Eh bien, ces autorisations explicites sont prioritaires sur celles du dossier. Windows propose une solution pour chiffrer les données qui se nomme BitLocker. Cette solution ne chiffre pas qu'une sélection de répertoire, mais l'ensemble du disque dur en incluant aussi le système d'exploitation. Ainsi, si votre ordinateur est volé ou que le disque est retiré, vos données sont toujours protégées. BitLocker requiert un module TPM, Trusted Platform Module, sur la carte mère de votre ordinateur pour fonctionner. Microsoft propose aussi BitLocker to Go, qui permet de chiffrer les données sur les clés USB. Et enfin, nous allons voir EFS, Encrypting File System, qui permet de chiffrer les données au niveau du système de fichiers, c'est-à-dire que EFS permet de chiffrer des dossiers et des fichiers et non des disques complets. Cette fonctionnalité est disponible grâce au système de fichiers NTFS et depuis Windows 7. Le chiffrage des fichiers avec EFS est associé à l'identifiant et au mot de passe du compte utilisateur. Attention donc, car si le compte utilisateur est supprimé, il est possible que les données chiffrées avec EFS soient perdues pour toujours.